La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous. Que faire pour vos vacances d'été? Immersion à la ferme ou destination soleil en Méditerranée? Émission exceptionnelle aujourd'hui dans Tout compte fait pour s'évader, pour prendre un grand bol d'air aussi. Avec, vous allez le voir, deux grands reportages en forme de carnet de vacances. Esprit terroir d'un côté, paradis méconnu de l'autre. Voici le sommaire. Des vacances gratuites à la ferme. De plus en plus de Français tentent cette expérience. Contre le gîte et le couvert, vous participez à quelques travaux dans un esprit de découverte de l'agriculture. Mais attention, la formule plaît tellement que certains exploitants abuseraient de la force de travail de ces vacanciers. On la présente comme le dernier paradis de Méditerranée. L'île de Minorque aux Baléares, préservée du tourisme de masse, regorge de plages sauvages aux eaux cristallines. Entre les fermes traditionnelles, restaurées, et les petits villages tranquilles de pêcheurs, de plus en plus de Français y passent leurs vacances et certains y ont même investi. C'est donc la grande tendance de l'été, s'immerger et passer quelques jours à la ferme pour jouer les agriculteurs. De plus en plus de professionnels du tourisme, vous allez le découvrir, proposent ce type de séjour à la découverte du monde paysan. Alors que valent ces séjours terroirs? Comment bien choisir? Quelle qualité d'accueil aussi? Les deux pieds dans la terre, c'est une enquête signée Juliette Chapalin. « 6h30 du matin, au cœur des Pyrénées-Atlantiques. Sophie, juriste d'entreprise, s'est débarrassée de son tailleur et ses talons pour découvrir ses nouveaux collègues. Il est où le... Ok. Un troupeau de 240 brebis. Mais sa première réunion de travail ce matin sera avec ce groupe de 10 vaches. Celle-là, elle s'appelle comment? C'est Mirabelle, elle? Ça, c'est Mirabelle, ça, c'est okay. Courgette. Ok, une grosse courgette, quoi. Ah, que celui-là? Des bestiaux de 700 kilos, pas forcément coopératifs. Waouh. C'est la douche. Elle va pourtant devoir les traire. Une opération délicate qu'elle n'a jamais réalisée de sa vie. Des boutons? Non, c'est pas... Ça m'impressionne plus que les brebis, les vaches. Bah, c'est gros, on n'a pas l'habitude d'être près d'une vache. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas l'habitude d'être près d'une vache comme ça, quoi. Maintenant, sous la conduite de Jacques, fermier d'origine sud-africaine, il faut y aller. Non, t'as pas bien visé là. Ah, ok, voilà. En quelques minutes, Sophie s'est familiarisée avec les gestes de base de l'élevage laitier. C'est vrai que c'est un peu naturel quand même. Ah ouais? Eh ben non. Pas du tout. Elle a bien fait en fait. Oui, elle a très bien fait. Bon, félicitations. Une immersion à la ferme, le temps d'un week-end ou des vacances. Un type de séjour qui rencontre de plus en plus de succès. Jouer les apiculteurs, apprendre à faire du fromage, à produire du pain à l'ancienne, se familiariser avec les plantes ou élever les cochons. Aujourd'hui, de multiples sites proposent des séjours à la ferme à des citadins en mal de nature. Attention, il ne s'agit pas de simples chambres d'hôtes pour se reposer. L'idée est de se glisser dans la peau d'un agriculteur. Il existe deux formules. L'une gratuite. Le gîte et le couvert vous sont offerts en échange d'un petit coup de main. En principe, une belle expérience de partage, mais qui peut parfois tourner à la galère quand l'exploitant en demande un peu trop. L'autre possibilité est payante. En moyenne 200 € le week-end pour 2 personnes. Ici, pas de surmenage. Pour autant, l'accueil est-il toujours au niveau? Alors, comment s'y prendre pour vivre dans les meilleures conditions la vie d'un agriculteur? Le plus souvent, les voyageurs séjournent gratuitement à la ferme. Retour chez Jacques. L'éleveur de brebis dans les Pyrénées, chez qui Sophie, la juriste parisienne, est arrivée hier matin. Lasse de son métier, la jeune femme cherche une nouvelle voie
et veut multiplier les expériences. Ce que je recherchais, c'était vraiment d'être dans un autre environnement que mon environnement quotidien, de faire d'autres tâches, de toucher du doigt d'autres métiers que mon métier à moi. Elle va être logée ici 15 jours sans débourser un sou. Et ce n'est pas tout. Matin, midi et soir, elle va aussi manger aux frais de son hôte. Au menu du jour, du veau, des courgettes et de la salade de l'exploitation. Pour autant, Sophie n'est pas une simple invitée qui ne serait là que pour profiter de la campagne. J'ai vu que vendredi, il fait beau. Ouais. Sûr? Elle doit participer aux activités de la ferme. Bienvenue dans la formation. Merci. Ce jour-là, cela consiste à enfiler ce tablier pour accompagner Jacques dans la fabrication du fromage au lait de vache. Si tu le dis. Il va lui apprendre la méthode artisanale, à la main. Ça prend. Mais ça va prendre le temps de chauffer. Comme ça? Oui, juste comme ça. Pourquoi on ne prend pas une grosse spatule? Pourquoi on fait ça avec les mains? C'est plus romantique. Non, mais en vrai, c'est le métier du fromage. Le fromager, c'est de le faire un peu comme ça, à la main. Okay. Si tu veux un fromage qui est fait dans les usines, tu peux aller dans les usines. Même si elle va mettre la main à la pâte 4 heures par jour, le principe n'est pas de remplacer un salarié, mais d'apprendre toujours quelque chose aux côtés de Jacques. L'idée, c'est pas de dire Sophie, allez, va désherber dans le jardin pendant 4 heures et je te vois cet après-midi. C'est le partage, c'est de le faire avec elle et de parler de ce qu'on fait et pourquoi on le fait et comment on le fait. De son côté, l'agriculteur bénéficie de cette compagnie, mais aussi de ce petit coup de main qui l'aide dans son activité. Un échange de services gagnant-gagnant. Ça permet surtout d'avoir une expérience et de partir sans dépenser des sommes astronomiques en fait. Il y a le coût du voyage qui doit être pris en compte, quoi. Mais c'est vrai que c'est le fait d'être logé, nourri, ça permet de faire un séjour pas cher en fait. Après, voilà, en échange, il faut donner un coup de main et il faut être de bonne volonté, quoi. Cette offre de séjour atypique, Sophie l'a trouvée sur Internet. Une offre parmi 2000 autres, sur un site devenu une institution, avec un nom qui ressemble à un aboiement. Wouf. En France, cette association est dirigée depuis la Haute-Savoie par Alexandra et David Marie. Cette ancienne graphiste et cet informaticien ont quitté Paris il y a des années pour se rapprocher de la nature. Sur le filet, ouais. Bon, on refait des semis alors? Ouais, il serait peut-être temps de sortir les plants de tomates, je pense. Une envie de verdure qui ressemble à celle qu'a ressentie il y a presque 50 ans Sue Coppard, la créatrice du woofing. En 1971, qui avait envie de sortir le week-end de sa banlieue. Et elle s'est dit, tiens, je vais aller voir si et d'être utile, ouais. Et je vais voir si je peux aller aider des agriculteurs. Et donc ça a super bien marché, elle en a parlé autour d'elle, il y en a plein qui ont commencé à faire ça. Et à partir de là, elle s'est dit, je vais créer le mouvement WOOF. WOOF, comme Worldwide Opportunities on Organic Farms. En français, des opportunités dans des fermes biologiques à travers le monde. Les 10 000 woofers français payent 25 € à l'année pour accéder aux annonces. Mais comment être sûr que l'agriculteur ne va pas abuser de cette force de travail gratuite? C'est la mission d'Alexandra et David, qui examinent les candidatures de chaque exploitant avant de les mettre en ligne. Nous sommes un jeune couple avec une petite fille de 9 mois qui sommes en création, entre parenthèses depuis 4 ans, d'une petite ferme super diversifiée d'une dizaine d'hectares avec une agriculture à toute petite échelle. Il y a une petite mention qui dit « En pleine construction de bâtiments agricoles et bientôt de notre maison, toutes les petites mains motivées sont les bienvenues. » Une annonce suspecte, car l'agricultrice a manifestement juste besoin de bras pour faire avancer ses travaux. Le mot manœuvre, travail est banni parce que c'est pas du tout ça. Le vrai woofing, c'est un coup de main, c'est un échange.
Une fois sur deux, Alexandra rejette les offres sans hésiter. Et c'est même systématique quand la ferme a un hébergement touristique. Le camping, il a beau avoir son petit potager bio, on sait très bien par expérience que les bouffeurs vont se retrouver à faire l'entretien des sanitaires, l'accueil, et c'est pas du tout le but du woofing. Pour ça, il suffit de passer par Pôle emploi et de prendre un employé, un saisonnier. Malgré tout, des agriculteurs peu scrupuleux passent parfois entre les mailles du filet. Seules les plaintes de voyageurs permettent de les repérer pour les exclure. Une dérive qui prend des proportions inquiétantes chez d'autres acteurs de ce marché. Car le woofing connaît un tel succès que des sites américains ou anglais s'en sont inspirés, comme Helpix, Worldpackers ou Workaway. Le principe est toujours le même, un peu d'aide contre le gîte et le couvert. Mais sur ces sites, certaines annonces ressemblent furieusement à des offres d'emploi. Recherche urgente. Besoin de personnes expérimentées. Nous aimerions que les helpers restent pendant une saison afin de pouvoir apprendre le fonctionnement du site et de s'acquitter de tâches sans trop de supervision. Alors pour 20 € de cotisation, on s'est inscrit sur l'un d'entre eux. La règle du jeu en anglais est très claire. Soyez prêts à travailler dur. Parfois, 8 heures par jour. Des centaines de pages, références des fermes en France, mais aussi des campings ou des hôtels. On a postulé à l'une de ces annonces. Trois jours plus tard, nous avons rendez-vous au cœur de la campagne normande. Oui, Marie. Bonjour. Nous nous présentons en caméra cachée chez ce couple d'Anglais, propriétaire d'une ferme avec hôtel-restaurant. Première surprise, nous ne sommes pas les seuls bénévoles. Et certains font des séjours de très longue durée. So you work here? Le site internet annonçait bien la couleur. En effet, il faut travailler dur. Nos missions sont très éloignées d'une découverte enrichissante. Il s'agit de bricoler, balayer, servir au restaurant ou encore faire le ménage. Le tout selon un emploi du temps bien précis. Par exemple, c'est les horaires. Donc en gris, c'est les jours de congé. J'ai un jour de travail, 2 jours de congé. 30 heures de travail par semaine à raison de 6 heures par jour. De notre côté, nous sommes assignés au restaurant. Pour guider notre travail, on nous demande de lire le manuel de la serveuse. Une encyclopédie qui détaille toutes les tâches. Comment traiter les clients, prendre les commandes ou faire l'addition. Tout est fait pour que nous soyons autonomes le plus rapidement possible. Une liste détaille même les tâches à accomplir. Passer l'éponge, mettre le couvert, passer le balai ou bien l'aspirateur et bien sûr faire la vaisselle. Est-ce que vous allez boire quelque chose? Je vais prendre un jus d'abricot. Et le jour même, on nous laisse seuls gérer les clients et assurer le service. La patronne, elle, coordonne le travail en cuisine, aidée de 3 autres bénévoles. Is the restaurant clear? No, I need to take out some stuff. When you've done all that and the kitchen's clean, come see me and then I'll show you about breakfast. Les clients étant peu nombreux ce soir, le travail s'achève plus tôt que prévu pour nous. Merci. Bonne soirée. Nous avons travaillé 5 heures au lieu de 6. Gentiment mais fermement, la patronne nous explique qu'elle ne nous fera pas cadeau de cette heure non travaillée. So if you finish early, Okay. On the one in the house that you have like this, just write -1 hour. Okay. And then maybe one day if I need you, I'll just say, oh, can you do that extra hour today? Mais la dizaine de volontaires présents ne se plaint pas. Ce sont en majorité de jeunes étrangers venus découvrir la France, heureux d'être hébergés et nourris sans débourser un centime. Ah, okay. See you. Mais ce système, bien éloigné de l'idée de partage et de découverte d'un métier, est-il légal? Pour le savoir, nous nous rendons chez un avocat spécialisé en droit du travail. Alors c'est vrai que là, l'affichage de l'emploi du temps, il révèle l'organisation quand même complète d'un système
fondée sur l'intervention des bénévoles. Mais un avantage en nature pour compenser des prestations de travail d'une telle ampleur, c'est-à-dire 30 heures par semaine, ça ne peut pas suffire. Pour Maître Bongrand, il s'agirait tout simplement de travail dissimulé. Le fait que ce soit très organisé, le fait de réaliser des tâches qui en fait ne sont pas des tâches où vous allez apprendre quoi que ce soit, faire le ménage, assurer le petit déjeuner, accueillir des clients, c'est pas un apprentissage de vie, ça ne peut pas rentrer dans une quelconque case d'un travail bénévole. C'est une prestation de travail qui a une valeur économique, qui est destinée en fait à permettre à cette entreprise qui vous accueille tout simplement de faire des économies sur sa main-d'œuvre. Pour moi, le fait que vous soyez 11, que les gens soient à la saison, ça montre que c'est leur modèle économique. Donc évidemment, c'est un système qui est totalement illégal. Juridiquement, ce lien de subordination, ces tâches précises à accomplir et cet encadrement horaire nécessiterait un contrat de travail et une rémunération. Les sites internet qui publient ces annonces risquent 225 000 € d'amende. Les exploitants qui accueillent les bénévoles de cette manière, eux, encourent 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Nous avons tenté de contacter sans succès les propriétaires des lieux qui ont depuis retiré leur annonce en ligne. L'un des sites qui l'hébergeait nous a répondu. Je peux vous assurer que nous n'autorisons sur notre site aucune annonce à visée économique, à moins qu'elle ne soit en règle et paie le salaire minimum. Mais d'après notre enquête, ces cas de figure sont fréquents sur ces sites qui se sont inspirés du modèle du woofing. Sur ce marché de l'immersion à la ferme, d'autres vous proposent un modèle radicalement différent. Il s'appelle Accueil Paysan, Terroir des Hommes ou Tamadi et vous permettent de découvrir de l'intérieur la vie agricole. Mais cette fois-ci, vous payez entre 80 et 100 € la nuit. Alors, à quoi peut-on s'attendre ? À 30 km de La Rochelle, dans le Marais Poitevin, chez ce maraîcher, 2 intrus s'invitent dès le matin. Eux aussi, ils vont prendre leur petit déjeuner. Et Clémentine, c'est la maman Clémentine. Guillaume, agriculteur de père en fils, reçoit Adrien le Parisien et Théo le Rochelais pour le week-end. Ils ont bénéficié d'un coffret cadeau d'un autre site de séjour à la ferme au nom évocateur, Au la Vache. Pour 270 €, les 2 amis sont hébergés 2 jours et 1 nuit, repas compris. Ce matin, ils sont rejoints par 4 autres clients. Alors, vous approchez ? J'ai quelques plantes qu'on va mettre en terre tout à l'heure. Tandis que certains sont en charge de bêcher ou d'arroser, Adrien, lui, s'occupe des jeunes pousses. 150 plants à mettre en terre. Je pense que oui. Ouais. Guillaume, tu peux me dire si c'est bien ce que j'ai fait? Est-ce que s'il faut le tasser quand même qu'il soit plus creux. Ok. Je pense qu'elle a bien fait et en fait ça demande un peu d'ajustement. Ok, donc on laisse un trou. Qu'est-ce que tu plantes? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on plante, Guillaume? De l'achillée? Une plante médicinale antidouleur. Sous la pluie, les mains dans la terre, Adrien et ses acolytes semblent ravis de leur expérience. Ça change de ce qu'on a l'habitude de faire le samedi. On n'a pas l'habitude d'être dehors, d'être sale, d'être dans la terre et tout ça, mais du coup c'est hyper sympa quoi. D'être là et de planter nous-mêmes les choses, c'est hyper gratifiant aussi. Mais dans ce séjour payant, l'idée est surtout de découvrir le terroir et les produits du maraîcher. On a en ce moment l'ail des ours qui est en fleurs. Tous mangent dans l'ail des ours, vous avez déjà goûté? Les fleurs. Le même goût aussi. Ouais. Dégustation d'ortie et de romarin. Quand vous aimez pas, vous crachez. Ouais, c'est fort. Hein. Discussion de cuisine. C'est une odeur d'agrumes. Ça mélangé avec des salades de fruits, c'est super sympa. Et découverte de l'artichaut cru. Je vais vous faire goûter cet artichaut, tout juste cueilli. Tu le manges comme ça. J'arrive à enlever la feuille. Ah, effectivement, c'est très bon. Après 2 petites heures passées dans les champs, Guillaume, leur hôte, met les petits plats dans les grands. L'aménageur public de la mairie de Paris.
Là, vous allez voir et pouvoir goûter concrètement les produits de la ferme. Non, mais tu me conseilles d'en mettre beaucoup. On sent beaucoup la sauge. Si Guillaume soigne autant ses clients, c'est parce que son activité touristique représente aujourd'hui les 2/3 de ses revenus. Comme lui, de plus en plus d'agriculteurs se lancent dans l'accueil de visiteurs. Selon nos estimations, de manière payante ou gratuite, il serait environ 2500 en France à ouvrir ainsi les portes de leur ferme. Et après le terroir, on change d'univers. On vous emmène maintenant au soleil de la Méditerranée à la découverte de l'un des derniers paradis des Baléares. Minorque, 700 km², une île difficile d'accès, discrète, presque secrète, longtemps préservée des touristes. Elle attire aujourd'hui de nombreux Français grâce à un patrimoine et une nature, vous allez le voir, tout à fait exceptionnels. Sur place d'ailleurs, les investissements se multiplient. Caroline Diebold nous emmène sur place. Il y a encore 48 heures, ce couple de facteurs faisait leur tournée sous la grisaille d'une grande ville française, Lyon. Par là, je pense. Ce week-end en amoureux, Nour et Jocelyn l'ont réservé à la dernière minute. Ils le voulaient en pleine nature, pour décompresser. Ça doit être pas mal quand même de faire du cheval là. On passe par là, tout ça? Après 20 minutes de marche sur ce sentier, ils sont enfin récompensés. Un coin de paradis s'offre à eux. Une crique sauvage, aux eaux translucides. C'est ce décor de carte postale que le couple est venu chercher sur cette petite île de la Méditerranée, Minorque. Là, c'est bien là. Ça y est, le soleil sort enfin. Ça valait le coup de marcher pour découvrir ça. Pour ce séjour tout compris, de 4 jours début mai, Nour et Jocelyn ont payé 2 fois moins cher que s'ils avaient choisi la Côte d'Azur à la même saison. En tout 900 €. En mangeant tout le temps à l'extérieur. Pour ce couple qui gagne environ 2500 € par mois, c'est quand même un coût. Mais ce dépaysement total n'a pas de prix. Ben là, il n'y a personne. On peut pas rêver mieux. Jouer les Robinsons sur une plage déserte, à moins de 2 heures de vol de la France, c'est le rêve de beaucoup d'entre nous. Et qu'offre Minorque, un joyau de la Méditerranée encore préservé. Situé à l'est de l'archipel espagnol des Baléares, ce confetti de 700 km² vit dans l'ombre des fiestas d'Ibiza et des plages bondées de Majorque. Minorque, elle, a longtemps été préservée du tourisme par son histoire. Ayant rejoint le camp républicain en 1936 pendant la guerre d'Espagne, l'île est punie par le général Franco qui la prive d'aéroport jusqu'aux années 70. Contrairement au reste du pays, qu'il décide de moderniser pour attirer les touristes. Aujourd'hui accessible en avion, Minorque reste un havre de paix, avec seulement 94 000 habitants contre 150 000 à Ibiza. Une seule route principale, mais des dizaines de sentiers de randonnée et près de 200 criques sauvages. Symbole des vacances tranquilles, elle attire de plus en plus de Français. 3 500 il y a 5 ans, 65 000 l'année dernière. Alors, face à cet engouement, des investisseurs tricolores ont décidé de surfer sur ce tourisme de l'authenticité. On n'a rien changé, c'est intégralement classé. Reconnue réserve de biosphère par l'UNESCO, l'île est farouchement défendue par ses habitants attachés à leur environnement. Et j'aime ma terre, j'aime mon île. Destination tendance, ce paradis naturel ne va-t-il pas finir par être victime de son succès ? La première chose qui frappe lorsqu'on débarque à Minorque, c'est une certaine quiétude. Grâce à ses petits ports de pêche, ses rues tranquilles et surtout ses maisons typiques blanchies à la chaux et aux volets verts. Un cadre authentique qui profite à Emmanuelle, une Française qui s'est lancée il y a 4 ans dans l'immobilier, un marché porteur ici. Car Minorque connaît un petit bouleversement. Les touristes étrangers ne viennent plus seulement pour quelques jours de farniente. Certains comptent bien s'y installer à l'année, comme Valérie. Bonjour Valérie. Ça va, vous allez bien? Bien et vous? Ouais, ça va, super. Bon, on va aller voir la maison? Oui. Ok, donc Il y a 2 ans, cette avocate toulousaine de 55 ans vient pour la première fois en vacances sur l'île. C'est le coup de foudre.
Aujourd'hui, elle a le projet de s'y installer une fois à la retraite. Alors elle est juste là, au coin. Cela fait 6 mois qu'elle cherche à acheter une maison de village. 83, d'accord. Sans succès pour l'instant. Mais Emmanuel vient peut-être de lui dénicher la perle rare. Ah oui, j'aime beaucoup. Donc là on est sur autre chose, plus moderne. Sur vraiment une maison très cosy. Vous avez le salon, salle à manger. Une grande pièce à vivre, 3 chambres, 2 salles de bain. D'accord, avec également de grandes... L'agent immobilier a réservé le meilleur pour la fin. Alors, le petit bijou de la maison. Donc, le patio. Oui. Avec un petit banc de construction, c'est typique des patios. Oui. Là, je ferais pousser quelque chose qui cacherait les murs. Alors, peut-être ce qui pousse bien ici, des orangers. Oui, ou des orangers du Mexique qui sentent très bon. Vous y voyez déjà, alors là? Il faut bien se projeter. Elle est en train de se projeter. C'est Emmanuel qui m'a expliqué qu'il fallait se projeter. 280 000 €, c'est le prix proposé pour cette maison de 120 mètres carrés. Parfait. Et la cuisine? C'est 2 fois moins cher que sur la Côte d'Azur. Mais à Minorque, les prix flambent. En 3 ans, ils ont bondi de 20%. Pour l'instant, on est dans une vague plutôt montante, que ce soit dans les prix, mais aussi dans les clients. J'ai de plus en plus de clients avec des gros budgets, qui cherchent tout type de biens, et je peux leur offrir des biens. Donc pour l'instant, on ne se plaint pas. Grâce à un emprunt à la banque, Valérie a fait une proposition après notre tournage qui a été acceptée par les vendeurs. Dès cet été, elle devrait théoriquement pouvoir profiter de sa nouvelle acquisition minorquine. Face à cette demande d'authenticité, des entrepreneurs ont décidé d'investir en masse cette fois. Mais ici, pas question de faire n'importe quoi en matière d'urbanisme notamment. Contrairement aux autres îles des Baléares, Minorque la Puriste serait relativement protégée du béton. Une loi interdit de construire sur 70% du territoire. Alors, les investisseurs visent souvent des bâtiments anciens pour les rénover. Au centre de l'île, c'est le pari fou de 2 Français qui en ce moment dépensent sans compter dans ce qui est la cible des professionnels du tourisme. Une finca, un domaine agricole avec au centre sa demeure de maître. On va aller voir en bas le second jardin pour voir. Frédéric Bius et Guillaume Fouché n'en ont pas fini avec les visites de chantier. Car dans 2 mois, ils vont ouvrir ici un hôtel de luxe. Monse. Voilà. Voilà. Ça va Oui. Alors, on s'est posé la question si les lettres étaient assez sombres, assez patinées. Vous les avez un peu assombries, non? Bien sûr. Je pense que c'est bien. Pour transformer cette bâtisse du XVIIIe siècle en lieu de rêve, ils ont dû se plier aux règles très strictes de Minorque. On n'a rien changé, c'est intégralement classé. En revanche, la façade toute la maison était en ruine, le toit était par terre, etc. Donc il a fallu refaire. Donc les fenêtres, il faut un certain type de verre. Donc on a appliqué la couleur autorisée par l'administration minorquine. La façade était rouge, donc on l'a refaite exactement à l'identique. Montant total des travaux, 10 millions €, achat du domaine et aménagement compris. Une somme colossale, mais les 2 entrepreneurs peuvent se le permettre. Guillaume Fouché a en effet longtemps tenu une galerie d'art réputée à Paris. Quant à Frédéric Bius, il a fait fortune dans le prêt-à-porter. C'est à lui que l'on doit notamment le succès de Comptoir des Cotonniers, de Sandro ou encore Mage. Aujourd'hui, c'est dans l'hôtellerie de luxe que cet ex-Golden Boy du textile a décidé de dépenser sa fortune personnelle. Pour l'instant, tout est en chantier. Mais voici à quoi devrait ressembler leur palace. Des chambres spacieuses, un spa ou encore un restaurant gastronomique. Prix de la nuit, dans une chambre standard, entre 160 et 300 € selon la saison. Ce n'est pas donné. Mais après la mode, Frédéric Bius compte bien appliquer à l'hôtellerie le concept du luxe abordable.
C'est très facile de remplir un hôtel l'été avec des touristes anglais qui vont payer 600 €. Tout le monde peut le faire. En revanche, nous, on veut une entreprise qui tourne à l'année. Et pour ça, il faut qu'un public qui a un petit peu moins d'argent ou qui est plus local se dise « Allez, je me fais mon petit plaisir, je viens. Le restaurant est délicieux, les chambres sont magnifiques, le service est génial. Et quand je repars, je suis heureux et j'ai la sensation qu'on ne s'est pas moqué de moi. » En rachetant il y a 3 ans cette finca de 100 hectares, les deux hommes n'ont pas dû seulement préserver la fameuse bâtisse du XVIIIe siècle, ils ont dû respecter la vocation agricole du domaine. C'est ce qu'impose également la loi minorquine. Elle regarde ce chou comme il est bleu. Une contrainte qu'ils ont transformée en atout en pariant sur l'agro-tourisme. Et devant leurs premiers légumes, c'est l'extase. Le premier brocoli. Non mais vous savez, c'est idiot mais il y a de l'émotion en fait. Ça reste du brocoli, mais c'est le nôtre. Un potager en permaculture, un jardin d'aromates. Ces entrepreneurs comptent bien surfer sur cet engouement des consommateurs pour les produits locaux et de saison. Ce que l'on voudrait, c'est que dans chacun de nos sites, 80% des végétaux qui sont consommés dans nos restaurants poussent sur place. Et finalement, le vrai luxe, c'est pas de faire venir la meilleure tomate du Pérou en hiver. Le vrai luxe, c'est de manger la salade qui a poussé à 30 mètres de la table. Mais ce luxe en autarcie n'est pas forcément à la portée de tous. Alors, pour que la grande majorité des touristes profitent de ce Minorque sauvage et authentique, des tours opérateurs tentent de se fondre dans le décor, en réhabilitant notamment des bâtiments des années 70 pour les transformer en resort. Si 70% de l'île est en effet protégée, les 30% restants sont constructibles. Et ils ont vu l'apparition de complexes hôteliers proposant du all-inclusive, avec piscine et buffet à volonté. Un paradoxe à Minorque. C'est en tout cas ce genre de formule tout compris qu'ont choisi Michel et Nathalie, un couple de Picards. Notre petit chez nous, pendant une semaine. 15 mètres carrés, avec tout le confort. Pour ce séjour d'une semaine, cet ancien patron dans le BTP et cette préparatrice en pharmacie ont payé 675 € par personne. Et ils sont plutôt contents de leur choix, car il y a même un balcon. C'est la plus belle pièce. Voilà, tout à fait. Magnifique. Vue magnifique, ouais, ça sur la crique. Mais Nathalie et Michel n'ont pas l'intention de buller durant tout leur séjour, sur la plage ou au bord de la piscine. Avec leurs amis, également du voyage, ils comptent bien partir à l'assaut de l'île et de ses richesses. Bonjour. Bien dormi? Impec. Une découverte du Minorque traditionnel qu'ils vont faire en voyage organisé avec un guide aux petits soins. 527, coché. Merci. Le groupe a rendez-vous dans les terres. 25 km sur la route principale qui traverse l'île d'est en ouest. Cette finca abrite l'un des trésors culinaires de Minorque, le mahone, un fromage au lait de vache classé AOC. Donc c'est avec de l'huile d'olive et du paprika. On va goûter? On va tout savoir. Un parcours bien balisé. Il y a de quoi manger. Avec une dégustation organisée. Donc ça c'est le plus jeune. Et qui se termine par un passage obligé par la boutique de la ferme. 24,90 €, c'est 2 saucissons et le fromage local. Merci, bonne journée. La visite de l'île se poursuit au pas de charge. Car Minorque renferme aussi de nombreux petits ports de pêche qui n'ont pas bougé depuis les années 50. Regardez la petite maison là, 1946, vous voyez? Oui, 70 ans. Un cadre authentique qui plaît énormément à Nathalie. En bateau ou en kayak? En plus, ça va rester comme ça. Mais là, regardez cette petite maison, regardez. Un environnement préservé. Tous ne sont pas forcément du même avis. Au nord-ouest de Minorque, un parc photovoltaïque de 14 hectares est au cœur d'une polémique. Les autorités locales veulent l'agrandir de 100 hectares pour rattraper un retard en énergie renouvelable, mais aussi pour répondre à une hausse de la consommation en électricité due en partie à l'augmentation du tourisme.
Le problème, c'est que ce parc trône au milieu d'un patrimoine unique, composé d'anciennes bergeries du 19e siècle et de centaines de kilomètres de murets en pierre sèche. Le projet d'extension inquiète Laetitia Lara, une sculptrice française installée à Minorque depuis 25 ans. C'est un endroit très important. Pour moi, c'est vraiment un peu comme l'essence de Minorque. Alors, avec Mela Sanchez, son amie architecte à la retraite... Bonjour Mela, ça va? Elles ont décidé de se mobiliser. Au total, le parc photovoltaïque s'étendrait sur 120 hectares, ce qui en ferait le 3e plus grand parc d'Espagne, sur l'une des plus petites îles du territoire espagnol. Notre mot d'ordre, c'est l'énergie propre et le patrimoine, mais pas l'énergie propre ou le patrimoine. Avec ce leitmotiv, leur ténacité est une campagne de sensibilisation pour défendre ce paysage qui est bien plus que de simples pierres, comme elles l'ont dit dans la presse. Les deux femmes ont déjà réussi à sauver une parcelle de 40 hectares de l'autre côté de la route. Voici un plan avec les différentes parcelles. Regardez, le projet initial, c'était ces 4 couleurs. Le gris, c'est ce qui a déjà été fait. Le rose, c'est ce qui a été annulé. Une première manche remportée, mais elles ne comptent pas s'arrêter là. Il y a quelques mois, elles ont déposé un recours en justice pour classer le terrain. S'il est accepté, il pourrait empêcher l'extension de ce parc photovoltaïque. Défendre bec et ongles un patrimoine unique serait inscrit dans le caractère des Minorquins, âprement attachés à leur île. Régulièrement, sur le littoral, un drôle de balai a lieu. Une chasse aux déchets. Tiens, encore des mégots. Regardez, un papier d'emballage. Et ça, on dirait un morceau de ballon. Ces habitants ne traquent pas seulement les détritus en tout genre. Leur cible également, ces mauvaises herbes qui prolifèrent sur le littoral. Un problème écologique pour Cristofol Mascaro, biologiste. À Minorque, nous avons une douzaine d'espèces de ce genre, du limonium. Beaucoup d'entre elles ne poussent que sur l'île. Et comme elles vivent seulement sur cette frange très étroite du territoire, le fait d'être envahies les met en danger. Le tourisme, qui est très important pour nous, nous pousse aussi à sauvegarder notre territoire. Comme Cristofol, tous ces Minorquins n'hésitent pas à se retrousser les manches plusieurs fois par an pour préserver à leur niveau l'un des derniers trésors de la Méditerranée et qui cet été devrait accueillir plus de 500 000 touristes venus d'Europe, soit 7% de plus qu'en 2018. Voilà pour ce grand reportage et ces beaux paysages au cœur des Baléares. Merci de votre fidélité et restez curieux. Ciao.